Alors, chers collègues, cher Christophe, je suis très heureuse de vous présenter la restitution des recommandations formalisées d'experts sur le diagnostic et la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique sur cirrhose. Alors, la restitution de recommandations, c'est quand même un exercice un petit peu fastidieux et un petit peu ennuyeux. Donc, vous n'êtes pas nombreux, heureusement, mais je suis désolée pour tous les gens que je vais ennuyer. Et alors, pour vous dire, c'est à Victor qu'il faudra dire merci, puisque c'est lui qui m'avait chargé de faire ces recommandations il y a 3 ans et demi, quand il était secrétaire de la FEF. Actuellement, il n'est plus secrétaire, et d'ailleurs, il n'est pas là. Donc, je lui ferai une spéciale dédicace après. La première chose, et c'est peut-être la chose la plus compliquée que je voulais vous dire, c'est la diapositive la plus difficile, c'est que après beaucoup de discussions, nous avons décidé de conserver le terme d'encéphalopathie hépatique. Alors, si je vous dis ça, c'est que quand on regarde la définition dans les dernières recommandations internationales, que j'ai juste traduite littéralement, l'encéphalopathie hépatique, c'est une atteinte neurologique causée par une atteinte du foie et ou par un shunt portosystémique. Et j'ai bien souligné causée par, parce que lors des recommandations précédentes en 98, il y avait écrit associé à, et ça n'est pas du tout la même chose. Je m'explique. Vous avez des malades qui ont une insuffisance respiratoire chronique. Ils ont toutes les raisons de faire une encéphalopathie. Une encéphalopathie hypoxique, une encéphalopathie hypercapnique, une encéphalopathie septique, médicamenteuse, urémique. Et on ne dit pas qu'ils ont une encéphalopathie pulmonaire. Alors que nous, on dit que les malades ont une encéphalopathie hépatique. Alors la première chose, c'est que ça sous-tend un mécanisme physiopathologique qui induit les symptômes et qui est commun à l'atteinte du foie et au shunt portosystémique. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, et en l'occurrence là, qui est un mécanisme toxique, qui est l'ammoniac. Et c'est là où notre encéphalopathie, dans notre discipline, est un petit peu différente, puisqu'il y a un mécanisme qui sous-tend tous les symptômes. Ce qui veut dire que des malades qui auront une encéphalopathie médicamenteuse pourront ne pas avoir d'encéphalopathie hépatique, mais on pourra aussi avoir une encéphalopathie hépatique favorisée par les médicaments. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc c'est une distinction qui est importante, parce qu'on aurait aussi pu dire, on enlève hépatique et on dit juste encéphalopathie médicamenteuse, septique, suite à une hémorragie, etc. Et on n'a pas fait ce choix. Donc une fois que c'est dit, on a discuté pas mal. Pourquoi des recommandations sur l'encéphalopathie? Alors la définition de l'encéphalopathie, c'est un large spectre de symptômes neurologiques et ou psychiatriques, allant d'altérations infracliniques au coma. Et autant le coma, on sait relativement bien le diagnostiquer, autant les altérations infracliniques, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une incertitude diagnostique dans le diagnostic d'encéphalopathie hépatique. Donc ça, c'est une première raison pour faire des recommandations, pour essayer de clarifier tout ça. La deuxième chose, c'est que c'est une maladie fréquente dans le monde et en France. Ça, c'est les données qu'on avait reprises du PMSI, avec 80 000 hospitalisations pour encéphalopathie hépatique clinique en France par an. La troisième chose, c'est que c'est une maladie sévère. C'est un facteur indépendant de mortalité à court et moyen terme qui est associé aux réadmissions, à l'altération de la qualité de vie. Et donc, c'est une pathologie qui devient coûteuse. Et enfin, il y a une forme d'encéphalopathie, on va en parler, qui est l'encéphalopathie minime, qui est associée à la survenue d'une encéphalopathie clinique. Donc, finalement, les malades qui ont une encéphalopathie, c'est un véritable fardeau et c'est des gens qui souffrent énormément en plus. Et enfin, et la dernière raison, qui est peut-être la meilleure, c'est que c'est une maladie pour laquelle il existe des traitements, donc il faut savoir la diagnostiquer pour la traiter, et c'est un petit peu l'objectif de ces recommandations. Donc il y avait pour objet d'aider les cliniciens à faire le diagnostic d'encéphalopathie hépatique dans sa forme clinique ou minime, à mettre en place des traitements curatifs et préventifs, des mesures d'hygiène de vie et d'éducation thérapeutique, et de référer les patients qu'ils nécessitent vers un centre de transplantation hépatique. On a décidé de limiter l'encéphalopathie hépatique aux patients atteints de cirrhose pour les recommandations et d'exclure la population pédiatrique. Alors, la méthodologie, c'est la même que pour les recommandations formalisées d'experts sur l'alcool que vous a expliqué Alexandre Louvet. Donc, c'est un petit peu fastidieux. Ce sont des recommandations formalisées. Ça veut dire 3 choses. 1, une revue exhaustive de la littérature, exhaustive, c'est-à-dire qu'on a repris, enfin, les experts bibliographiques dont je parlerai après, ont repris tous les articles sur l'encéphalopathie qui ont été publiés depuis 40 ans. Et il y en a eu beaucoup et des très anciens, donc c'était compliqué. Deuxièmement, tous les experts ont coté les articles par la méthode GRADE avec 2 objectifs différents et complémentaires par article. Niveau de preuve, force de la recommandation, vous lirez tout ça dans le texte. Et troisièmement, on a voté les recommandations avec une cotation Delphi. Et donc, vous aurez des recommandations qui se présenteront de la façon suivante. Il est recommandé de faire ou il n'est pas recommandé de faire. Il est probablement recommandé de faire quand le niveau de preuve est moindre, ou il n'est probablement pas recommandé de faire. Et puis, vous verrez qu'il y a des avis d'experts. Donc, voilà, on est un petit peu gêné quand on lit au départ, mais c'est la méthode GRADE et c'est comme ça qu'il faut les lire. Alors, quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, je me suis entourée des meilleurs.
Donc les voilà, les meilleurs, ils sont tous là. Ariane avait présidé, Victor, hein, qui n'est pas là. Et les coordonnateurs des champs, vous voyez leur nom ici, et les rédacteurs des champs et les 3 experts bibliographiques. En bleu, vous avez tous les gens qui ne sont pas hépatologues. Et là-dedans, vous avez des chirurgiens, des neurologues, des réanimateurs, des pharmaciens, des biologistes et même un neuropsychologue. Les sociétés savantes impliquées à côté de la FEF, il y a des experts de la SRLAF et de la Société française de neurologie. Alors, le calendrier, ça a été long parce que Victor, il m'avait envoyé son mail, il était encore secrétaire, hein, donc c'était le 16 mars 2016, en me disant, est-ce que tu veux coordonner, on aimerait bien que tu coordonnes les recommandations sur l'encéphalopathie de façon frontale, j'avais dit oui, sans m'apercevoir que ce serait terrible. Et donc, effectivement, il y a eu un très long temps de plus de 2 ans de recherche bibliographique et de préparation parce qu'on voulait vraiment que ces recommandations soient formalisées et qu'elles puissent servir. Et la recherche bibliographique, on a pris 3 experts bibliographiques qui sont les 3 jeunes, donc Lucie Monnier, Manon Haas et Charlotte Bousbib, qui ont fourni un travail extraordinaire. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je les remercie et dites-leur parce que vraiment sans elles, ces recos n'auraient pas vu le jour. Ensuite, on a présenté de façon publique les recommandations le 7 juin 2018. Vous étiez probablement là. Et seulement après, on les a finalisées, on a commencé à les écrire. Donc c'était ça la méthodologie. Et puis, on a eu 2 séances de vote. Et finalement, on a réussi, à l'arrache, il faut dire, à les mettre en ligne le 2 octobre 2019, à les restituer aujourd'hui le 4 octobre, et elles seront publiées dans la GOD en décembre. Alors, 3 champs de recommandation, la prise en charge diagnostique, la prise en charge thérapeutique, et puis 2 situations particulières, TIPS et transplantation hépatique. On a émis 26 recommandations, 3 seulement de niveau de preuve élevé, ce qui vous dit combien la littérature est pauvre dans ce domaine. Il y a peu d'équipes dans le monde qui travaillent dessus depuis longtemps, et on n'a pas beaucoup de gros essais. 14 de niveau de preuve faible et 9 avis d'experts. Prise en charge diagnostique. Donc vous avez les experts ici, Nicolas Weiss, Michael Bismuth, Fanny Moschel, Alexandre Louvet, Françoise Imbert-Bismuth, Damien Galano, Yann Nadjar, Antoine Santiago et Thomas de Broucker, que je remercie. Première question, chez quel patient faut-il rechercher une encéphalopathie hépatique? Donc les experts vous suggèrent qu'une encéphalopathie hépatique soit dépistée chez tous les patients atteints de cirrhose, quelle que soit leur fonction hépatique. Avis d'experts évidemment, accord fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir bien la décrire. Et nous vous avons mis ici la classification qui est décrite dans le texte de l'encéphalopathie, qui est une nouvelle classification. Alors, vous avez une classification de Westhaven modifiée, mais il va falloir dire 3 choses. Le type d'encéphalopathie. A, c'est l'insuffisance hépatique aiguë, et donc là, elle n'est pas concernée par ces recos. B, les chaînes portosystémiques. Et C, la cirrhose. Deuxièmement, on va donner le grade de Westhaven. Alors Westhaven, 18 classifications différentes, comme vous le savez, une traduite en français. On a traduit la classification la plus récente ici. Généralement, vous utilisez le Westhaven de façon binaire, hein. N'a pas d'encéphalopathie clinique ou a une encéphalopathie clinique. Et c'est pas mal de l'utiliser comme ça. Après, il y a des petites subtilités que vous allez pouvoir voir à l'intérieur. Et puis, on décrira l'évolution épisodique, récidivante ou persistante. Une chose. Il y a 2 types d'encéphalopathie, en tout cas on les a catégorisés comme ça. L'encéphalopathie clinique, qu'on appelle overt ou patent, okay, donc c'est les épisodes d'encéphalopathie, ça commence au flapping. Et deuxièmement, l'encéphalopathie non clinique, qui comprend 2 catégories qui se superposent un petit peu, l'encéphalopathie minime et l'encéphalopathie de grade 1. Donc la minime, ce sont les anomalies neuropsychologiques ou neurophysiologiques qui sont décelables par des tests spécifiques, mais que vous ne pouvez pas voir. Donc vous ne pouvez pas l'avoir, en fait, sans faire les tests. Et la deuxième, eh bien, c'est l'encéphalopathie de grade 1, où là, vous avez des petits signes comme un ralentissement psychomoteur modéré, une euphorie, une anxiété, troubles des additions, des soustractions, des altérations du sommeil qui sont fréquentes. Et finalement, ces 2, il y a un gros recoupement en fonction de jusqu'où on la cherche entre ces 2 catégories. Donc on les a groupées en non cliniques. Vous verrez que pour les recommandations, on met souvent encéphalopathie minime parce que les essais ont été faits chez des malades qui avaient une encéphalopathie minime. Mais considérez qu'on va les grouper. Une fois que j'ai dit ça, le diagnostic de l'encéphalopathie clinique, pour une raison de temps, je n'ai pas le temps de vous décrire, mais vous savez le faire. C'est des malades qui ont un flapping, une désorientation temporospatiale, une confusion, un coma. Il y a quelques petites subtilités, vous les lirez dans le texte. Je voudrais juste m'attacher à discuter un petit peu du diagnostic d'encéphalopathie non clinique ou minime. Donc ça, c'est notre neuropsychologue qui m'a donné cette diapositive. Et en fait, je trouve qu'elle résume assez bien ce qu'est un malade qui a une encéphalopathe minime. Il vous dit « faire quelque chose me demande plus de temps qu'avant ». J'oublie souvent où j'ai posé mes plaies. Il y a des moments où ça va et des moments où ça ne va pas du tout. Mes proches ont l'impression que je ne les écoute jamais. L'aidant vous dit, il s'énerve plus facilement qu'avant. Et puis vous, le médecin, vous le voyez arriver, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est lent. Et je trouve que le ralentissement psychomoteur, c'est vraiment le premier signe de l'encéphalopathie dans ma pratique clinique. Il y a une notion évidemment importante qui est le potentiel intellectuel de base. Il y a des gens qui sont lents, ils n'ont pas de cirrhose, ils n'ont pas d'encéphalopathie, ils sont juste lents.
Donc ceux-là, il ne faut pas espérer les traiter. Bon. Et donc l'évolution dans le temps est très importante parce qu'un malade qui n'était pas lent et qui devient lent et son aidant vous dit qu'il devient lent, ben celui-là, il est probablement encéphalopathe minime. Alors le diagnostic de l'encéphalopathie minime est infaisable avec les tests qui sont le gold standard, que vous voyez ici. Les tests psychométriques, le PHES, faisable en 30 minutes, batterie de 5 tests, dans une chambre, porte fermée, sans téléphone portable, bref, infaisable à la consultation, bien évidemment. Le CFF, donc ça c'est un appareil qui mesure l'oscillation, en fait, qui mesure les fonctions exécutives. On a une lumière rouge qui est continue, puis qui se met à osciller, le malade doit cliquer, donc il y a pas mal d'exécutifs. En fait, c'est un appareil que 2 ou 3 centres ont en France, qui en plus tombe souvent en panne et qui n'est pas disponible. Donc en fait, pour la pratique courante, ce n'est pas possible. Et puis il y a le Stroop test que vous connaissez, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. Le Stroop est beaucoup utilisé par les Américains parce que même les malades cirrhotiques encéphalopathes ont un smartphone. C'est un petit peu moins le cas dans notre population de patients. En tout cas, un Stroop test bien fait, ça prend au moins 10 minutes. Et donc, comme je vous dis qu'il faut dépister tout le monde, ben, ça ne va pas être possible pour tous les cirrhotiques. Donc nous vous proposons à la FEF de rechercher une encéphalopathie minime chez tous les malades atteints de cirrhose. Et parmi les tests disponibles, nous vous suggérons l'utilisation du test d'énumération des animaux. Donc je vous ai mis les animaux, mais vous ne les verrez pas. C'est juste pour que vous vous rappeliez de ça, parce qu'en fait, il ne se présente pas comme ça, le test. Le test, il se présente, vous regardez le malade et ça va vous prendre 2 minutes maximum. Matériel nécessaire, papier, stylo, téléphone portable avec un chronomètre. Consigne, vous regardez le malade et vous lui dites « Monsieur, vous allez énumérer le plus grand nombre de noms d'animaux en 1 minute, vous commencerez à mon top. » Et vous faites top, et puis chat, chien, vache, cochon, etc. Bon. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et donc nous vous suggérons de placer une limite à 20 animaux en 1 minute. En dessous de 20 animaux, nous vous suggérons de considérer que le malade a probablement une encéphalopathie minime, et en dessous de 15, c'est pratiquement certain, à moins qu'il n'ait d'autres causes d'avoir des troubles cognitifs. Et vous verrez, faites-le et vous verrez, il y en a probablement qui le font déjà. 20, ça nous a paru une bonne limite. Il est validé en Italie avec des seuils un petit peu différents, mais on en a discuté, on a décidé de mettre 20. Alors une fois que c'est fait et que vous avez votre malade qui a moins de 20 ou moins de 15, alors vous êtes bien embêté parce que qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a plusieurs façons de faire le diagnostic. Vous pouvez vous aider d'outils paracliniques. Ou alors, vous pouvez envoyer le malade à un centre de référence. Mais ça, ce n'est pas faisable parce que la prévalence de l'encéphalopathie minime dans les séries, c'est entre 20 et 70% des malades. Donc, vous allez essayer de vous aider un petit peu. Vous avez plusieurs façons de faire. La première façon, eh bien, il faut qu'on discute quand même du dosage de l'ammoniémie. Alors, le dosage de l'ammoniémie avait très mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'elle est difficile à doser. Et d'ailleurs, aux États-Unis, au Canada, ils viennent de publier en fait un questionnaire. Elle est faite seulement chez 30% des malades qui ont une encéphalopathie clinique. Donc, elle est très peu faite. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut des tubes sur de la glace. Elle est veineuse ou artérielle, mais les gens pensent encore qu'il faut la faire en artérielle. Et elle doit être techniquée rapidement et amenée rapidement au laboratoire. À ce propos, d'ailleurs, on vous a mis des recommandations sur la façon de bien faire et de bien faire simplement. Cela dit, il y a plein d'examens qu'on veut, et quand on les veut, on les a vraiment. Et nous, on a décidé de la mettre en place il y a 3 ans, et maintenant, on l'a vraiment en routine. Elle a mauvaise réputation aussi parce qu'elle est inutile pour diagnostic positif. Là, vous avez une très belle étude anglaise qui vient de paraître dans Hépatologie sur 500 malades, et vous en avez 300 qui n'ont pas d'encéphalopathie clinique, donc grade 0,1. Et chez ces 300 malades, vous pouvez regarder, en fait, ils ont 73 d'ammoniémie médiane, et finalement, c'est déjà très élevé. Et donc, il y a plein de malades qui n'ont pas d'encéphalopathie clinique et qui ont une hyperammoniémie. Donc, ce n'est pas du tout bon pour le diagnostic positif. Par contre, l'ammoniémie est très utile pour le diagnostic négatif, et ça, c'est bien montré que des malades qui ont une ammoniémie normale n'ont pas d'encéphalopathie ou de troubles neurocognitifs. Et ça, c'est des vieilles études qui sont très robustes. Et donc ça, il faut quand même qu'on se le dise. Et la deuxième chose, c'est Marika Rudler vous l'a dit avant-hier, pour les médicaments, quand on regarde les malades qui ont une ammoniémie normale, il faut rechercher, traquer une autre cause d'encéphalopathie, qui est une encéphalopathie chez le malade atteint de cirrhose, mais qui n'est pas une encéphalopathie hépatique, parce qu'il a une ammoniémie normale. Et dans ces cas-là, les deux grands vainqueurs, c'est les médicaments et le sepsis. Ce travail qu'on avait fait dans le LCR, on avait été extrêmement surpris de retrouver des médicaments dans le LCR de nos patients alors qu'ils ne devaient pas passer la barrière hémato-encéphalique, parce qu'il y a des problèmes de transporteurs, parce qu'il y a des problèmes évidemment de clairance des médicaments. Et les grands gagnants étaient le fluconazole, les fluoroquinolones, les bêta-lactamines, donc des médicaments qu'on utilise couramment. Deuxièmement, si vous faites une ammoniémie, vous regarderez dans le texte, quand elle est extrêmement élevée, il faut vous poser la question d'un autre diagnostic, et notamment un trouble du cycle de l'urine, on en a trouvé 2. Et puis vous avez tout ça qui est détaillé. Donc, pour l'ammoniémie, je pense que si vous pouvez, il faut la faire. Cependant, on a beaucoup discuté. Voici notre recommandation.
On a dit qu'il n'était probablement pas recommandé de doser l'ammoniémie pour confirmer le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, puisqu'elle peut être élevée alors que des malades n'en ont pas. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, en cas de doute diagnostique, il est probablement recommandé de doser l'ammoniémie, car une valeur normale remet en cause le diagnostic d'encéphalopathie hépatique. Donc ça, c'est une recommandation de grade 2 avec un accord fort. Pour obtenir l'accord fort, il y a eu 2 votes et ça a été la discussion la plus importante sur l'ammoniémie. Cependant, et là on interroge la demi-vie de la vérité de la médecine, et ce ne sera pas la seule fois pendant cette présentation, Alex Louvet, qui est là, qui rigole, mais qui n'était pas du tout rigolo pendant toutes ces séances et qui ne voulait pas la mettre, et bien finalement, il y a 2 nouveaux papiers qui viennent de sortir montrant une valeur pronostique de l'ammoniémie aussi chez les malades encéphalopathes et non encéphalopathes. Et donc, je pense vraiment qu'on va revisiter le rôle de l'ammoniémie, probablement dans les 4-5 années à venir. Pour l'instant, on la laisse comme ça, donc vous la faites si vous pouvez, et si elle est négative, vous cherchez autre chose. Alors, à côté de l'ammoniémie, effectivement, on questionne le diagnostic différentiel de l'encéphalopathie. Tout ça est détaillé dans le document. Je vous ai mis les principaux diagnostics différentiels selon moi. Pour l'encéphalopathie clinique, je pense qu'il y en a 2, l'épilepsie et le sevrage, qui peuvent poser problème, plus plein d'autres que vous connaissez. Pour l'encéphalopathie minime, je pense qu'il y a les autres causes d'encéphalopathie métabolique, comme par exemple les médicaments, on vient d'en parler. Il y a quelque chose qui est très préoccupant, c'est le début de démence. Alcoolique, vasculaire, l'Alzheimer. Et ça, c'est très préoccupant, notamment quand on se met dans une perspective de transplantation hépatique. Et ça, c'est compliqué de faire parce que ces malades ont aussi des troubles cognitifs et il faut faire des tests très fins pour différencier. Et puis, il y a les troubles psychiatriques et ça, c'est toujours ennuyeux parce qu'on ne peut pas faire de tests. Et donc ça, c'est forcément un écueil. Donc comment on fait et comment on se débrouille avec tout ça? Eh bien, il y a plusieurs examens paracliniques qui ne sont pas toujours disponibles. On a fait une recommandation sur l'électroencéphalogramme quand il est disponible, il vaut mieux le faire. Et puis on a fait une recommandation sur quelque chose dont je vais parler aujourd'hui, parce que je ne peux pas parler de toutes les recommandations forcément en une demi-heure, qui est l'imagerie cérébrale. Donc l'imagerie cérébrale, nous recommandons probablement d'effectuer une imagerie cérébrale chez un patient suspect d'encéphalopathie hépatique pour le diagnostic différentiel. Et ça, il y avait des neurologues et ils étaient tous formels. Grade de plus, accord fort. Alors après, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, on a des malades, ils reviennent tous les 2 mois avec le même épisode d'encéphalopathie et c'est les mêmes malades et les mêmes symptômes et la même fonction hépatique. On ne va pas refaire une IRM parce que c'est le meilleur examen en coupe à chaque fois. Et du coup, et ça c'est nouveau par rapport aux autres recommandations, on a fait la distinction premier versus énième épisode d'encéphalopathie hépatique. C'est vrai que le malade, quand il revient pour la 3e, 4e fois, c'est peut-être pas la peine de refaire une IRM, ce d'autant qu'il a une hyperammoniémie, mais la première fois, il faut vraiment faire un bilan. Je vous ai mis 2 exemples d'IRM qui nous avaient été utiles dans notre pratique clinique à la Pitié. La première, c'est un malade qui avait des troubles cognitifs, qui devait être transplanté et qui avait une grosse atrophie cérébrale et puis des signaux hypervasculaires et finalement un début de démence vasculaire, dont on a fait le diagnostic ultérieurement. Et puis deuxièmement, alors ça, c'était un malade cirrhotique, encéphalopathe, avec une ammoniémie normale, qui était un boxeur professionnel avant et qui avait eu des coups. Et donc, c'était un cerveau traumatique, en fait. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc vous avez votre malade, vous avez fait le test des animaux ou alors il était encéphalopathe clinique, vous avez fait le diagnostic, vous avez éliminé d'autres causes, comment vous allez le prendre en charge? Alors, quand le malade fait un épisode d'encéphalopathie clinique, c'est la flèche rouge, nous allons traiter l'épisode d'encéphalopathie clinique. Ça, c'est relativement simple. Ensuite, nous allons faire une prévention secondaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'encéphalopathie clinique, je vous ai dit que l'encéphalopathie minime favorisait l'encéphalopathie clinique. Et donc, il y a beaucoup de malades qui auront une encéphalopathie minime. Et puis après, l'épisode d'encéphalopathie clinique persiste très souvent des troubles neurocognitifs quand on veut bien aller les chercher. Et donc, les malades redeviennent souvent encéphalopathes minimes. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on va parler du traitement curatif de la crise, de la prévention secondaire et de la prévention primaire, bien sûr. Et que, comme je vous ai dit que l'encéphalopathie minime favorisait l'encéphalopathie clinique, on a décidé de considérer, et vous le verrez écrit comme ça dans les recommandations, que le traitement de l'encéphalopathie minime était la prévention de l'encéphalopathie clinique, ce qui est logique. Alors, les experts, Thierry Thévenot, Jean-François Cadranel, Claire Francoz, Audrey Coily, que j'avais remplacée par Rodolphe Sobetsky, j'en suis désolée, ça sera corrigé, Vincent Di Martino, Véronique Duhal, Frédéric Auberti, Vincent Leroy, Marie-Noëlle Hilleret, Pascal Lebray, Amélie Liu-Shermanoff et Dominique Larrey, et je les remercie tous. Traitement curatif de l'encéphalopathie clinique. Donc l'épisode d'encéphalopathie clinique, c'est relativement simple et c'est ce que vous faites déjà en pratique clinique. Alors là, enfin, on a une recommandation de grade 1+. Je vous en recommande 2 sur les 3. La 3e, elle était sur le diagnostic d'encéphalopathie clinique, mais elle était évidente et vous la connaissiez, vous la lirez. Et donc celle-là, c'est chez les patients cirrhotiques ayant une encéphalopathie hépatique clinique, il est recommandé de traiter en priorité les facteurs précipitants de l'encéphalopathie hépatique et de débuter un traitement par un disaccharide non absorbable, lactulose ou lactitol, c'est ce que vous faites.
en gros. Alors, pourquoi on fait ça? Le niveau de preuve est très élevé, et je vais vous raconter, mais je voulais déjà faire un aparté sur l'histoire des facteurs. Alors, ils sont déclenchants, favorisants, précipitants, confondants, on a beaucoup discuté. À partir du moment où on appelle l'encéphalopathie hépatique, on suggère qu'il y a un mécanisme qui sous-tend le tout, qui est là probablement l'ammoniac. Et donc le fait d'avoir une infection, une inflammation, une hémorragie ne nous paraît pas être un facteur déclenchant, mais favorisant ou précipitant sur une condition préexistante. C'est de la terminologie, mais c'est important. Et de la même façon, quand on a une hyperammoniémie, mais des médicaments, des troubles ioniques, eh bien, il s'agit aussi de facteurs précipitants et non confondants. Et donc nous vous proposons, quand on a une encéphalopathie hépatique, donc sous-tendue par l'ammoniac, de parler de facteurs précipitants. On en parle après. Le lactulose en traitement curatif, alors là, le niveau de preuve est très 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 élevé, on est content pour une fois dans la spécialité. 18 essais randomisés contrôlés, un gain de survie en traitement de la crise. Vous regarderez le document, mais donc le lactulose, il faut le donner. Alors comment on le donne? On peut le donner en sachet, et puis on peut le donner en lavement quand les malades sont dans le coma. Et là, pour le coup, le lactulose qui est très mal toléré est très bien toléré pendant la crise, parce que c'est pendant la crise, donc le malade est encéphalopathe et on veut traiter la crise. Et le niveau d'acceptation de la tolérance des traitements décroît évidemment avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir considérer. Nous n'avons pas émis de recommandations pour la rifaximin, le PEG, les probiotiques, les associations. Il y a plein d'études. Il n'y en avait aucune il y avait moins d'évidence que pour le lactulose, qu'on a donc laissé en première intention. Alors ensuite, le malade est guéri de sa crise, enfin en tout cas va mieux. Il va falloir faire la prévention secondaire de l'encéphalopathie clinique. Et là encore, un gradin à corps fort. Chez les patients cirrhotiques, il est recommandé d'utiliser un disaccharide non absorbable, encore le lactulose ou le lactitol, pour prévenir la récidive de l'encéphalopathie hépatique. Donc là, le niveau de preuve est très fort aussi, et vous allez faire sortir vos malades sous lactulose ou lactitol. Deuxièmement, et vous le savez parce que la rifaximin a l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, chez les patients où il y a un échec de prévention par un disaccharide non absorbable, il est probablement recommandé d'ajouter de la rifaximin. Donc là, on a mis un grade de plus parce qu'on a moins d'études que pour le lactulose, mais c'est une recommandation qui est quand même forte, et vous savez que la rifaximin a l'AMM dans cette indication, donc échec de la prévention secondaire au lactulose ou au lactitol. Voilà l'étude, qui est l'étude de base, qui est une très belle étude. Donc je vous dis juste une chose, vous la regarderez, elle est décrite, c'est que dans cette étude qui était très bien faite, eh bien, il fallait traiter 4 sujets seulement pour éviter un épisode d'encéphalopathie chez les malades qui étaient résistants à la prophylaxie secondaire par lactulose. Et donc la rifaximin, je crois vraiment qu'elle a son indication là et vous l'utilisez. Alors comme vous le savez, il y a un problème avec la rifaximin qui est qu'on l'achète encore en pharmacie centrale des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas encore réussi à négocier le prix. Donc j'espère vraiment que ce problème va se régler très très vite, ce d'autant que vous allez voir, on l'a prescrit après. Voilà. Et voilà, je voulais en venir là. La prévention secondaire, les malades ils supportent moins bien les traitements qui sont fastidieux. Et le lactulose, on va être clair, ça donne des ballonnements, des flatulences, les gens ne sont pas bien, de la diarrhée, et donc ils arrêtent leur traitement. Donc si on ne leur demande pas s'ils le prennent, ils ne vous disent pas qu'ils ne le prennent pas, mais en pratique, ils ne le prennent pas dans un tiers des cas au moins. Et donc nous suggérons, et c'est une recommandation nouvelle qui est un avis d'expert, d'utiliser la rifaximin seule pour prévenir la récidive de l'encéphalopathie hépatique lorsque le lactulose est mal toléré. Et donc ça, c'est une recommandation qui est un petit peu nouvelle et qui n'était pas dans les recommandations des autres pays. En pratique, la rifaximin, en fait, c'est ce qu'on fait parce que les malades ont prescrit les deux puis ils ne prennent pas leur lactulose. Alors, prévention primaire de l'encéphalopathie. Donc ça, c'est important. Les facteurs précipitants. Donc il y a des facteurs précipitants. On a 4 recommandations qui ont été émises juste pour ce sujet, pour ce groupe, qui a émis aussi une autre recommandation derrière. Donc je vous les ai résumées là. L'hyponatrémie, c'est pas bon. Éviter l'hyponatrémie, mettre probablement la barre à 130. Grade 2 à corps fort. Limiter les inhibiteurs de la pompe à protons. On en a parlé avant-hier, on en reparle maintenant. En fait, moi, je vous conseille, quand vous avez un cirrhotique qui a une ordonnance d'IPP, de les arrêter. En fait, je pense que c'est plus simple, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous trouviez vraiment la raison, sinon il faut de façon médulaire les arrêter. Proscrire les benzodiazépines, sauf en cas de syndrome de sevrage, bien entendu. Et puis, un cas particulier, l'hémorragie digestive, les malades qui ne sont pas encéphalopathes, il y a 2 essais du même pays qui montrent qu'on peut donner du lactulose et que ça diminue la survenue de l'encéphalopathie clinique après hémorragie. C'est un avis d'expert parce qu'on a 2 essais seulement du même pays avec un accord fort. Donc ça, c'est les 4 choses que vous pouvez faire en prévention primaire. Et maintenant, si on parle de la prévention primaire de l'encéphalopathie clinique, un malade qui n'en a jamais fait, mais donc le traitement de l'encéphalopathie minime si vous la trouvez. Puisque c'est ce qu'on a supposé, eh bien nous vous proposons, vu qu'il y a beaucoup d'études qu'on a regardées pour le lactulose et moins pour la rifaximin, mais que c'est un traitement qui marche bien et qui n'est pas difficile à prendre,
il est probablement recommandé de traiter tous les malades ayant une encéphalopathie hépatique minime par lactulose ou rifaximin pour améliorer la qualité de vie et réduire le risque d'encéphalopathie clinique. Donc ça, c'est une recommandation qui est vraiment nouvelle. C'est une nouvelle indication qu'on propose pour la rifaximin et le lactulose. Bon, voilà. Une fois qu'on a dit ça, le chapitre rapport nutritionnel, on en a beaucoup parlé avant-hier. Je vais rapidement. 35 à 40 kilocalories par kilo par jour de calories, enfin, d'apport énergétique. Et les protéines, 1,2 à 1,5 grammes kilo jour. Le danger, c'est les régimes hypoprotidiques et le catabolisme. Et donc là, nous faisons une recommandation originale, qui est une recommandation sur les acides aminés ramifiés. Et donc ça, c'est une recommandation parce qu'il y a beaucoup finalement d'articles sur les acides aminés ramifiés. Donc nous vous recommandons de supplémenter en acides aminés ramifiés les patients cirrhotiques pour prévenir l'encéphalopathie, notamment en cas d'intolérance au régime protidique. On pourra discuter de comment on les trouve parce qu'on ne les trouve pas à la pharmacie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faut que vos malades mangent bien des protéines ou alors qu'ils prennent des acides aminés ramifiés. Enfin, l'éducation thérapeutique. Alors là, l'éducation thérapeutique, si je trouve qu'il y a un domaine où elle s'applique complètement, c'est l'encéphalopathie sur cirrhose. Plus que les malades sous DA. Il y a Jean-Pierre, il se cache, j'espère que je froisse personne. Mais franchement, là, c'est là où ça s'applique pour les malades et pour les aidants, parce que finalement, c'est une qualité de vie qui est extrêmement détériorée. Et donc, nous proposons un programme d'éducation thérapeutique dès le diagnostic d'hépatopathie chronique ou d'encéphalopathie minime. Et ça, c'est très important, une conciliation médicamenteuse qui va devenir très à la mode dès que les malades sortent de l'hôpital, après toute hospitalisation pour complications. Et on espère qu'avec cette recommandation, qui est bien sûr un avis d'expert, ça va aider à faire des projets et à avoir des sous pour cela. On respire 2 minutes et on fait les situations particulières, et puis on a fini. Les situations particulières, encéphalopathie hépatique et TIS, Marika Rudler, Christophe Bureau. Encéphalopathie hépatique et transplantation hépatique, Louise Barbier, Georges-Philippe Pajot, Christophe Duvouv, Olivier Scaton, Christophe Camus. Encore une fois, je remercie tout le monde. Je le fais vraiment parce que, en fait, on s'est beaucoup vu et j'ai trouvé un engouement lors de ces recommandations. Les gens sont venus, ils ont travaillé beaucoup. Et c'est vraiment un plaisir de voir qu'on peut faire ça de façon collaborative autour d'objectifs qui sont des objectifs totalement gratuits. Finalement, faire des recommandations, c'est un petit peu fastidieux. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, donc je les remercie vraiment. Alors, le TIPS. Il y a 3 situations dans lesquelles on met un TIPS. La première, c'est le TIPS de sauvetage en cas d'hémorragie réfractaire. Dans ces cas-là, on veut sauver le malade qui saigne. Il n'y a pas de contre-indication au TIPS, encéphalopathe ou pas, on met le TIPS. Deuxièmement, le TIPS préemptif. Un malade qui a saigné, qui est Child C ou B avec saignement actif, en tout cas qui est à haut risque de récidive, qui s'est arrêté de saigner, et on décide de lui mettre un TIPS. Il y a 2 essais randomisés sur le TIPS préemptif. Les malades qui avaient un antécédent d'encéphalopathie ou une encéphalopathie n'ont pas été exclus de ces essais. Il n'y a pas plus d'encéphalopathie après TIPS que dans le groupe contrôle. Et donc, nous vous proposons qu'il n'y ait pas de contre-indication au TIPS en regard de l'encéphalopathie. Troisième cas un petit peu plus compliqué, le TIPS non urgent. Donc, pour acide réfractaire ou pour prophylaxie secondaire de l'hémorragie digestive. Alors là, les patients avec encéphalopathie clinique le jour du TIPS ont été exclus des essais. Et quand on regardait les facteurs de risque, Christophe en a parlé ce matin, l'antécédent d'encéphalopathie, de même que le gradient de pression hépatique bas et le MEL bas et le MEL élevé, étaient des facteurs de risque d'encéphalopathie. Alors, on a quand même des traitements de cette encéphalopathie, et puis on peut réduire le diamètre ou occlure le TIPS. On a aussi un essai, qui est l'essai de Christophe Bureau, montrant que quand on a des malades avec acide récidivante réfractaire et qu'on fait un TIPS, il y a une augmentation de la survie sans transplantation. Donc c'est un petit peu compliqué de contre-indiquer le TIPS. Dans ces cas-là, donc nous vous proposons la recommandation suivante. Les experts suggèrent qu'un épisode unique d'encéphalopathie hépatique clinique n'est pas une contre-indication formelle à la création d'un TIPS non urgent. On est dans le cadre non urgent. Donc l'indication doit être discutée au cas par cas. Donc je sais bien, c'est un avis d'expert, mais bon, c'est une situation qui est quand même très particulière. Faut-il utiliser une prophylaxie médicamenteuse afin de prévenir la survenue d'une encéphalopathie hépatique après TIPS? Donc voilà notre recommandation. Il n'est probablement pas recommandé d'utiliser une prophylaxie médicamenteuse afin de prévenir la survenue d'une encéphalopathie hépatique après TIPS. C'était compté sans le secrétaire, qui n'a pas divulgaché les choses, et je l'en remercie ce matin. Donc, la FEV, c'est très agile, et donc on va faire des recommandations fast-track. Et donc, une fois que le papier sera publié très vite, on publiera un amendement à ces recommandations avec une nouvelle recommandation. Dernier chapitre, et j'ai fini, l'encéphalopathie hépatique et la transplantation hépatique. La première chose à dire, c'est que l'encéphalopathie hépatique clinique régresse après transplantation hépatique, et donc on a fait cette recommandation. Il est probablement recommandé de proposer la transplantation hépatique chez les patients présentant une encéphalopathie hépatique invalidante,
réfractaires au traitement médicamenteux et non médicamenteux. C'est ce que vous faites puisque c'est une exception d'experts. Grade de plus, accord fort. Et j'ai presque fini. Le problème, c'est qu'elle régresse en fonction de l'état cognitif pré-transplantation. Donc ça veut dire que si on arrive à sélectionner des malades qui ont un haut risque de non-régression, il faudra peut-être accélérer le processus. Et il y a plusieurs recommandations sur la façon de prioriser ces malades. C'est en cours de travail avec l'ABM. On en a parlé avant-hier et ça va être intéressant, ça va changer. Et deuxièmement, et ça c'est très important, le bilan pré-transplantation. Ça c'est vraiment important parce que voilà ce qui se passe. Les troubles cognitifs avant transplantation. En jaune, l'encéphalopathie minime, on attend qu'elle régresse, on est d'accord. En gris, les autres causes de troubles cognitifs. Chez le malade cirrhotique qui est en attente de transplantation, il y en a plein. Les comorbidités, cause de l'hépatopathie, NASH, alcool, etc. Les autres comorbidités, BPCO, etc. Et puis peut-être le début d'une démence, maladie d'Alzheimer, démence vasculaire, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on rajoute après ? La transplantation, des troubles cognitifs post-transplantation qui sont très très bien connus et très bien étiquetés et qui sont différents de l'encéphalopathie minime. Et puis quand on évalue les troubles cognitifs, il y a toujours ce problème de réserve intellectuelle de base. Et donc, si vous attendez que la transplantation règle ce problème, vous allez être extrêmement déçu. Et c'est pour ça qu'il faut savoir d'où on part. Et donc, les experts suggèrent la réalisation systématique d'une IRM, d'un EEG, d'un dosage de l'ammoniémie, en gros un bilan neurologique, afin d'éliminer une autre cause de troubles neuropsychologiques qui pourrait persister après la transplantation. Donc ça, c'est un avis d'expert, c'est un accord fort, mais je crois que c'est vraiment un domaine où on doit tous travailler pour s'améliorer, parce que personne n'y connaît rien aux troubles cognitifs avant transplantation et ne sait quels sont les malades qui vont régresser ou pas pour de vrai dans la littérature. Donc ça, c'est très important. Et il y a pas mal d'avis d'experts, mais j'espère que ça va susciter un engouement pour que la communauté travaille sur ce sujet et que dans 15 ans, 20 ans, moi je serai à la retraite, mais que les jeunes proposent des recommandations avec beaucoup plus de gradins. Voilà, les recommandations sont en ligne. Christophe vous l'a dit, vous avez le lien Internet. Je sais qu'il y a des fautes. Je remercie tous les gens qui m'envoient des mails toute la journée pour me signaler toutes les fautes. Je les corrige au fur et à mesure et elles seront corrigées, ne vous inquiétez pas. Et puis je finis en remerciant vraiment tous les experts, les 3 jeunes, Charlotte, Lucie, Manon. Et puis alors, Nara et Bénédicte. Et là vraiment, c'est une spéciale dédicace parce que Bénédicte a passé son week-end sur les recommandations. On a tout relu et vraiment sans vous tous, les recommandations n'auraient pas eu lieu. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention.